Bonsoir. Pour faire un petit lien avec l'intervenant précédent, je voudrais d'abord dire que les formes d'engagement dont je vais parler du côté des scientifiques, elles ne sont possibles que si la puissance publique s'engage envers les chercheurs, notamment les chercheurs du public, qui sont nombreux en France. Et il y a une vraie crainte de dégagement, de précarité parmi les jeunes chercheurs, parmi les jeunes techniciens, laborantins. Il n'y a pas que les chercheurs pour faire de la recherche. Et attention, surtout en ces temps politiques. Mais bon, si on peut bénéficier d'une forme d'engagement de l'État et de pouvoir travailler à long terme, se poser des questions, alors on peut peut-être s'engager en tant que scientifique, en tant que chercheur. Avant d'en parler en plus de détails, je vais d'abord insister sur deux points qui me semblent absolument essentiels pour pouvoir parler de l'engagement chez les scientifiques. La première, c'est l'absence de neutralité chez les scientifiques. Et la seconde, c'est la tentative d'être objectif. Alors l'absence de neutralité, vous avez peut-être entendu, des fois on se dit tiens mais les scientifiques c'est bon, c'est des experts, ils sont neutres. Pas du tout. Pas du tout au sens que faire de la recherche, c'est porter un certain nombre de valeurs. Une approche très fondatrice pour nous a été celle d'un chercheur qui s'appelle Merton, qui en 1942, en 42, on notera la date, en plein milieu de la guerre, écrit un papier où il propose 4 normes, 4 attitudes qui font, selon lui, l'éthos de la science. Le communisme, l'universalisme, le désintéressement et le doute organisé. Je vais les détailler un tout petit peu. Pour lui, être chercheur, c'est avoir une certaine notion donc, du communisme, dans le sens non politique pour lui en 1942, mais qui est de dire on produit des choses qui participent au bien public. L'universalisme, par là, il entend que, qu'on soit un chercheur allemand, qu'on soit un chercheur américain, français, on est tous là pour contribuer à l'avancement de la connaissance. Et on ne devrait pas faire de discrimination en fonction de notre nationalité, de notre genre, de notre sexe, de notre ethnie, etc. Le désintéressement, peut-être que c'est ce qui semblera le plus différent par rapport à la pratique actuelle, hein, c'était il y a 65 ans, il dit, bah voilà, au mieux, un chercheur, il devrait espérer qu'une loi, une théorie, une découverte porte son nom, puis voilà, ça s'arrête là. Tout le reste, c'est pour la beauté du savoir. Le doute organisé, enfin, c'est intéressant, c'est ce qui le met au fondement des pratiques de recherche en tant qu'attitude, c'est de toujours douter de tout. Mais pas de douter tout seul dans son coin. Non, c'est de s'organiser. C'est collectivement douter. Et puis on ne peut pas juste dire « toi, je ne suis pas d'accord avec toi. » Non, il y a des commissions, il y a des comités qui vont relire les productions, il y a des institutions qui vont organiser ce questionnement. Ça permet d'éviter que ce soit la foire d'empoigne et ça permet que, grâce à ces 4 attitudes, on arrive à produire de la connaissance. C'est pour ça qu'on appelle ces valeurs des valeurs épistémiques, sens épistémé, savoir. C'est un ensemble d'attitudes qui permet de produire du savoir. Mais on aurait pu en choisir d'autres. C'est en ça que la science n'est pas neutre. Elle fait le choix d'un certain nombre de valeurs pour produire des savoirs, mais on peut tenir des discours sur le monde autrement que par le biais de la recherche scientifique, autrement que par ce doute, autrement que par ces façons de se poser des questions. On peut s'appuyer sur un savoir, sur un livre religieux, pour dire, voilà, on sait de ce qu'est le monde. Bon, c'est pas mon domaine, alors je n'en dirai pas beaucoup plus. Donc la science, la recherche n'est pas neutre. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi et en quoi ça peut interagir ensuite avec des formes d'engagement dans la société. La recherche essaye d'arriver à de l'objectivité, et elle ne le fait que par une somme de tentatives d'objectivité individuelle, et au fond ce ne sont que des subjectivités personnelles, des points de vue, des expériences, des observations des uns des autres. Mais après il faut mettre tout ça ensemble. Et c'est dans cette mise ensemble que peut apparaître une forme d'objectivité. Mais le scientifique individuel, il n'est ni neutre, ni objectif. Alors cette façon de faire la recherche, je te parlais de ce que disait Merton en 1942, bon, on l'actualise depuis. On n'est peut-être pas aussi désintéressé, il y a beaucoup de recherche privée aussi qui se fait, ça reste de la recherche.
On l'actualise aussi parce qu'on se rend compte que des fois, ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Il y a beaucoup de discrimination en sciences. Les femmes n'ont pas les mêmes salaires, pas les mêmes avancées de carrière. Les minorités sont encore beaucoup exclues du monde de la recherche. C'est le cas en France. Puis on se rend compte aussi que la recherche, des fois, elle a du mal à produire de la connaissance qui marche, qui soit solide. On estime qu'à peu près 50% de la production scientifique, par exemple, du Royaume-Uni, on n'a pas les chiffres en France, n'est pas fiable. C'est-à-dire qu'on peut en douter de sa qualité, de sa véracité. Véracité, en tout cas, pour la vérité scientifique. Alors, on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse de la recherche autrement. Donc, on met en place des guides pour être plus intègre, pour moins subir les pressions qu'on a pour produire et encore produire. Et puis, s'attacher plus à ce qu'on a vraiment observé, à ce qu'on n'a pas observé. Au fait qu'il faut prendre le temps, des fois, de se tromper et de ne rien produire. Donc, petit à petit, la recherche, elle est aussi toujours en train de changer sa façon d'être ensemble au sein d'une communauté. Alors, quand on parle de l'engagement des scientifiques, beaucoup répondraient, en tant que scientifique, moi je m'engage pour le bien de l'humanité. Vous savez probablement que les médecins prêtent un serment, le serment d'Hippocrate, qui remonte à Grèce antique. Les scientifiques ne prêtent pas serment. Alors un certain nombre de chercheurs ont proposé des serments pour dire quand même, tiens là en tant que scientifique, il faudrait peut-être prêter serment, notamment des physiciens. Des physiciens d'un groupe pacifiste qui s'appelle Pugwash, qui pendant la Seconde Guerre mondiale et après se sont dit, voilà, il faut peut-être qu'on se pose des questions sur quel progrès on apporte avec la science. La notion d'apporter du progrès et du bien-être humain, le problème c'est qu'elle est très dépendante des points de vue des uns, des autres. Donc difficile de généraliser ce que c'est que s'engager pour le bien-être de tous. Certains verront que l'industrie atomique est un grand progrès, que certaines formes de médecine sont un grand progrès, puis d'autres scientifiques ne seront pas d'accord avec ça, pour d'autres impacts sanitaires, etc. etc. Donc il ne faut pas croire que les scientifiques sont tous d'accord sur vers quoi on va ou à quoi on contribue en s'engageant dans la science. Mais au moins ces scientifiques ils peuvent essayer de se poser des questions sur eux-mêmes, sur pourquoi ils s'engagent au fond. Mes parents, chercheurs, médecins en santé publique, qui s'engagent dans fin des années 70 en tant que militants d'extrême gauche à faire médecine et à s'interroger sur la santé des populations dans les quartiers ouvriers. Bon. En engagement militant, politique, une situation sanitaire à étudier avec les outils de la science, puis d'essayer de produire un discours. C'est là aussi une forme d'engagement. Mais savoir qu'on le fait parce qu'on est communiste, par exemple, ça peut aider ça pourrait être bien d'être transparent, parce que comme ça, quand on va regarder les données qui sont produites, on peut se dire, non mais attends, toi tu avais une certaine vision des choses. Moi je travaille sur l'hérédité. L'hérédité biologique, qu'est-ce qui est transmis d'une génération à une autre. Pour faire ça, ça m'aide de me poser des questions sur qu'est-ce que je suis en tant que père. Qui suis-je dans la société en 2017 où on s'engage pas dans le mariage. Je me considère comme un anarchiste qui milite fortement contre le mariage. Ça peut m'influencer sur comment je pense ce qui passe d'une génération à l'autre. Dans les gènes, en dehors des gènes, dans la culture. Donc j'essaye de rendre transparent tout ça. J'ai cité deux épistémologues féministes, comme on les appelle, Donna Haraway et Sandra Harding, qui, dès les années 80, ont dit voilà, il faut absolument que les scientifiques arrivent à se situer, à dire où sont-ils dans la société. Leur regard en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que minorité ethnique, va changer leur discours sur le monde, même s'ils tentent d'être le plus objectifs possible. Il a fallu qu'il y ait des femmes en biologie qui étudient le processus de fécondation entre un spermatozoïde et un ovule pour qu'on se rende compte que ce n'était pas le spermatozoïde qui faisait tout. L'ovule aussi faisait quelque chose. Et même il faisait la majorité des choses, il apporte la majorité du matériel biologique qui est transmis à la génération suivante, il sélectionne les spermatozoïdes. Bon, un exemple très classique. Et il y en a bien d'autres comme ça, où il est important de savoir qui on est, d'où on parle. Dans le qui on est et d'où on parle, une des façons de changer la science, c'est peut-être se dire aussi, peut-être que les scientifiques sont un petit peu homogènes d'un point de vue catégorie socio-professionnelle. Alors il faut essayer d'ouvrir la science à la société, aux citoyens. Dans la coopérative dans laquelle je travaille, avec la Fondation de France, on a mis en place un programme qui s'appelle Nouveau Commanditaire en sciences, qui permet à des groupes citoyens distants de la science de poser une question, d'affiner cette question,
et de venir la poser à un chercheur ou une chercheuse, et faire en sorte que pendant 5 ans, 10 ans, ces chercheurs, chercheuses répondent, mettent en œuvre une recherche avec leur point de vue à eux, leurs différentes visions du monde. Par exemple, un groupe dans les Deux-Sèvres qui se demande comment la biodiversité de leur territoire change en fonction de leurs pratiques dans leur jardin privé à côté des champs cultivés par les agriculteurs. Bon. Les géographes, écologues qui travaillent sur ces questions, ils ne s'étaient jamais posé la question parce qu'ils n'étaient jamais venus dans ce territoire-là où il y a une façon de pratiquer l'agriculture et d'avoir son jardin potager très particulière. Donc le citoyen, il peut amener le scientifique à avoir une curiosité qu'il n'aurait pas eue en fonction de là où il venait. Je reviendrai encore, pour finir, à une autre forme d'engagement. Comme je disais, faire de la science, c'est adopter un certain nombre de valeurs. C'est avoir une certaine liberté, être respectueux dans la communauté, du point de vue des uns et des autres, dès lors qu'ils sont fondés sur des arguments, sans discrimination. Apporter cette façon de penser dans des cadres où il n'y a plus de respect, dans les cadres où il y a eu la guerre, par exemple, où on est continuellement en train de se battre les uns contre les autres, ça peut permettre finalement de donner goût à une autre façon d'être ensemble. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mes collègues de la coopérative pendant pas mal d'années en allant créer des événements autour de la science, par exemple en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, au Caire, pendant la Révolution, et dans la ville martyre de Vukovar, entre la Croatie, elle est en Croatie, mais entre population croate et serbe. On voit là des personnes qui peuvent juste reprendre goût à se poser des questions et respecter la question de l'autre, sans faire de la science de façon nationaliste, ce qui est une dérive possible. Et donc, prendre goût à certaines valeurs. On questionne par exemple le fait que, dans la même veine d'idées, que les universités occidentales mettent en place des universités, par exemple en Arabie Saoudite, pays qui n'est pas connu pour plus grand respect des valeurs démocratiques telles qu'on les entend chez nous. Mais les universités occidentales s'en défendent et disent « mais non, regardez, parce que dans l'université, nous, on ne tolérera pas qu'une femme ne puisse pas parler être l'égale d'un homme, même si dans le pays, ce n'est pas le cas. » Et par là, on fait avancer certaines valeurs. Ce n'est pas neutre, c'est un choix politique. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que, en tout cas, la science, ce n'est pas quelque chose de neutre, et qu'en tant que chercheur, on peut dialoguer avec les valeurs qui sont dans nos démocraties, dans nos sociétés, qui sont en perpétuel renouvellement, et que la façon de faire de la recherche, elle n'est pas figée dans le marbre, elle est sujette à débat, et il faut en débattre aussi plus globalement en dehors de la science avec la société.